Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. à ce webinaire. Avant de commencer, petit rappel des bonnes pratiques pour la webconférence. Donc, merci de bien couper votre micro pendant les interventions. Le chat est ouvert pendant les sessions pour dialoguer si besoin. Vous pouvez également communiquer vos adresses mail et coordonnées dans le chat pour pouvoir être recontacté. Et n'hésitez pas à utiliser la fonction lever la main si jamais vous voulez prendre la parole. Puis les slides seront envoyés par mail aux participants. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant aux animateurs. Donc, moi, je vais vous parler du contexte. Ensuite, Sylvie vous parlera de la partie interopérabilité et structuration des données, du LOINC, du jeu de valeur circuit de la biologie, du transcodage et des exemples d'applications. Alors, le contexte, il est ancien maintenant, hein. C'est le décret sur la biologie 2016-46 du 26 janvier qui disait que tout compte-rendu de biologie médicale devait être structuré au format CDR2 niveau 3, qu'on devait avoir codé l'ensemble de notre catalogue en LOINC et qu'on devait utiliser la messagerie sécurisée de santé pour échanger nos comptes rendus et on devait alimenter le DMP. Donc, ce décret il était sorti le 26 janvier avec une date d'application au 31 octobre 2016. Et ce qui était complètement délirant, étant donné qu'aucun éditeur n'était prêt et l'ensemble de la communauté médicale n'était pas prête à recevoir des comptes rendus structurés par messagerie sécurisée de santé. Donc, il y a eu des réunions communes entre la SFIL, la FEMA à l'époque et la ZIP à l'époque, qui avait été missionné par la D6, qui est maintenant la DNS, pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place ces outils et cette structuration. Et on était arrivé à un planning de déploiement jusqu'en 2019. En 2019, nos SGL devaient être capables d'intégrer des CDR de niveau 3. Bon, rapidement, on s'est aperçu dès 2017-2018 qu'on ne tiendrait pas ce planning de déploiement et qu'il y avait un vrai sujet d'usage. Dans ce cadre-là, vous m'entendez pas? Si, moi je t'entends. Si, Si, Bruno, on entend bien. Bon, alors ça vient de vous, monsieur CHUMTP. Et donc, dans ce cadre-là, est arrivé Ma Santé 2022 en 2018 et qui avait pour ambition de faire de la France le leader du numérique et transformer tous les usages. Et puis, la pandémie est arrivée et a mis en évidence le déficit français au niveau du numérique. Et en 2020, on a eu la concertation rue de Ségur, donc c'est le Ségur de la santé, et avec un volant numérique où on a décidé d'accélérer fortement la transformation du numérique en France de façon à être un des leaders européens. Alors, slide suivante. Donc, l'idée, c'était d'accélérer la mise en œuvre des référentiels socles, hein, donc l'identité nationale de santé, les annuaires de professionnels, donc le RPPS+, et le FINES+, et de s'appuyer sur des nomenclatures maintenues par l'ANS. Avec plusieurs services socles qui ont été mis en œuvre, donc la messagerie sécurisée de santé, bon, elle était déjà déployée, mais il y avait peu d'usage. Et dans le cadre de l'ENS, on a déployé, donc l'ENS, l'ESPAC numérique de santé, il a été décidé de déployer la messagerie sécurisée citoyenne, l'ENS qui comprend également le DMP, un agenda.
Donc, le principe, ça a été de développer l'échange et le partage des comptes rendus structurés. Donc, l'échange via la messagerie sécurisée de santé et le partage via le DMP. Diapositive suivante. Donc, 2020, il a été décidé de consacrer 19 milliards d'investissements sur la transformation du système numérique de santé. Et parmi ces 19 milliards, il y a 2 milliards d'investissements qui ont été destinés au rattrapage du retard sur le numérique en santé, avec deux sources de valeur pour l'accélération du déploiement. Une action de financement sur l'équipement du numérique et de l'évolution des services socles, qui est une action vraiment qui est très novatrice, parce qu'on finance directement pour les professionnels, on finance directement les éditeurs pour le compte des professionnels de santé, et en parallèle, des actions de financement à l'usage. Diapositive suivante. Donc, il a été mis en place ce qu'on appelle le Ségur du numérique en santé. Dans le cadre de ce Ségur, il y a 6 couloirs, dont la biologie médicale, mais on a également la radiologie, le médico-social, l'hôpital, donc que ce soit public ou privé, et la pharmacie. L'anatomopathologie est pour l'instant exclue de ce financement. Il a été décidé de travailler en 2 temps, donc avec une première vague de financement qui va se faire, qui se fait en 2022, et une deuxième vague de financement qui va se faire en 2023. Pour qu'un éditeur soit référencé Ségur et soit financé, il doit répondre à un certain nombre d'exigences qui sont décrites dans les dossiers spécifiques de référencement. Et donc, en ce qui concerne la biologie, il y en a eu 2. Un qui concerne les éditeurs de SGL et un autre qui concerne le transcodage Link. Et ces deux DSR ont été publiés au mois de juin de l'année dernière. Donc, ces exigences, hein, elles tournent autour de l'échange et du partage. Donc, l'échange par messagerie sécurisée de santé citoyenne et professionnelle au format structuré, donc CDR2 niveau 3, auquel on ajoute un PDF au cas où le système ne soit pas capable de consommer le CDR2 niveau 3, et l'alimentation systématique du DMP avec un format structuré, un format non structuré en CDR2 niveau 1. Et je dis bien l'alimentation systématique du DMP, donc que ce soit en ville ou à l'hôpital, avec quelques petites particularités sur l'hôpital où la CME peut décider de n'alimenter que le DMP que pour certains services. Donc, typiquement, souvent on exclut la réanimation où il n'y a pas lieu de mettre tous les bilans qui sont réalisés en réa. Donc ça, c'est à l'échelle de chaque établissement que c'est géré. En plus de cette alimentation, de cet échange de données structurées, on demande également aux éditeurs de SGL de développer un outil de consultation du DMP, donc outil de consultation contextuelle, qui nous permet directement en validation biologique de pouvoir visualiser le contenu du DMP du patient. On demande également à ce que ProSanté Connect soit intégré. Hein. C'est ce qui permet d'ailleurs d'aller derrière alimenter le DMP, en tout cas consulter le DMP sans avoir à se reconnecter. Bien sûr, utiliser l'identité nationale de santé pour tous les échanges et le partage. Pouvoir visualiser les comptes rendus de biologie au format CDR de niveau 3, hein, ce qui permet de qualifier nos systèmes. Avec quelques autres exigences, notamment au niveau de l'identité nationale de santé, pouvoir insérer le data matrix qui permet de récupérer de manière automatique l'identité.
La réception et la visualisation des comptes rendus de laboratoire en PDF, ça c'était déjà quelque chose qui était déjà fait depuis très longtemps. Mais la cible, c'est de recevoir des comptes rendus au format CDR2 niveau 3 afin de pouvoir consolider directement nos comptes rendus avec l'ensemble avec l'ensemble des éléments. Bien sûr, après l'envoi, j'ai déjà dit systématique au DMP, et pour le contexte hospitalier, la capacité de transmettre au DPI les CDR2 niveau 3 via un flux normé HL7. Et enfin, pour permettre et faciliter la transcodification, développer des capacités d'import-export des catalogues d'analyse pour pouvoir procéder au transcodage Link et permettre aux transcodeurs de faire leur travail. Diapositive suivante. Donc là, c'est le calendrier prévisionnel de l'action de financement. Donc là, on est en pleine phase 1 de financement qui se termine au 15 octobre de cette année. Et on va démarrer la phase 2. On espère pouvoir publier les exigences en octobre 2022 avec une période de financement qui sera sur 2023. Diapositive suivante. Je pense que moi, j'en ai terminé. C'est ça. Je passe la main à Sylvie. Alors, donc Bruno vient de parler du format CDA R2, donc niveau 3. Ce format, c'est un format donc structuré, défini par HL7, où on va avoir donc un document qui va être donc avec le corps qui va être l'entête structurée. Le corps, soit le non structuré, c'était celui d'avant. Maintenant, on a un corps structuré avec le CDR2 niveau 3 et c'est dans le corps structuré qu'il y aura la partie LOINC. Donc on va pouvoir avoir une interopérabilité syntaxique, c'est la syntaxe, c'est le CDA, alors là c'est les éditeurs de SGL qui savent exactement comment structurer ce CDA et vous proposez donc une solution qui fasse passer votre compte rendu. Et ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique, c'est d'utiliser une nomenclature internationale, c'est-à-dire LOINC. Alors, le CDA-R2 niveau 3 doit remplacer H' médecin qui n'est plus maintenu par Interop Santé. Donc vraiment, je dirais, le CDA maintenant est le format standard qui est reconnu par tout le monde. Alors, Xavier Ganz, oui, il y a d'autres pays qui ont une analyse complètement différente que la nôtre. Nous, on a essayé d'aborder, je dirais, ce transcodage LOINC un petit peu à la méthode des Américains où ils proposent un top 3000 de leurs analyses. C'est pour ça que nous, on va proposer un jeu de valeurs avec des codes LOINC communs à utiliser en France pour qu'on puisse, je dirais, avoir un peu d'interopérabilité. Donc ça, je suis d'accord que chaque pays peut avoir une analyse différente. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on revient toujours à cette interopérabilité. Le compte-rendu d'examen doit être conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé qui est écrit donc par l'ANS. Ça comprend la présence d'un résultat d'analyse lisible par un humain, la présence évidemment de la présentation codée en LOINC, mais le codage LOINC c'est pour la machine, c'est un code qui est transparent, même le libellé LOINC doit être transparent pour l'utilisateur. Vous avez des libellés d'utilisation qui sont beaucoup plus faciles à lire par, je dirais, le clinicien ou le biologiste. Le libellé long au niveau LOINC permettra surtout un meilleur choix des codes LOINC. Ça vous permet de ne pas faire d'erreur au niveau des choix.
Au niveau du cadre d'interopérabilité, donc les spécifications sont disponibles dans l'espace de publication du cadre d'interop sur le site de l'ANS. Le compte-rendu d'examen de biologie est conforme, donc il va s'appliquer aux examens de biologie, mais pas que, aux examens aussi pour un patient associé à un échantillon biologique non humain, c'est possible aussi. Le compte-rendu d'examen donc est conforme au cadre d'interopérabilité, s'appuie sur le standard HL7V3, donc CDAR2 niveau 3 et profil XDLab. En établissement de santé, on peut avoir des échanges intra-hospitaliers qui sont en HL7V2. C'est des résultats point à point qui sont échangés, mais maintenant on commence aussi à se pencher sur le HL7V3, CDAR2, même en milieu hospitalier. Diapo suivante. Alors l'interopérabilité, c'est quoi? C'est principal, c'est que tout soit compris, tous ces messages informatiques soient compris par la machine, mais par l'homme aussi. Donc on va avoir, le but est d'avoir la meilleure prise en charge des patients, ça c'est le but ultime de l'interopérabilité, et on va utiliser des formats standards internationaux, des formats, des référentiels nationaux quand ils n'existent pas au niveau international. On va utiliser donc cette terminologie internationale LOINC, cette terminologie commune à tous les laboratoires et à tous les médecins aussi qui vont recevoir ces résultats. Ce codage LOINC est basé donc sur une terminologie commune à tous les prescripteurs aussi. Et surtout, il va y avoir, grâce à cette terminologie, déjà, il va y avoir une interprétation des résultats qui sera meilleure, donc une meilleure coordination des soins, une meilleure coordination des patients pris en charge, puisqu'on va pouvoir comparer un patient ne va pas forcément toujours dans le même laboratoire, bon, en majorité, mais peut très bien aussi aller dans d'autres laboratoires. Le clinicien qui reçoit les résultats doit être capable de recevoir et de pouvoir comparer les résultats entre eux. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas que le code LOINC qui fait qu'on compare ou qu'on ne compare pas, c'est évident. Il faut avoir tous les autres éléments, les valeurs normales, le code technique, etc. Mais tous vos résultats aussi vont être envoyés dans ce qu'on appelle le big data. Beaucoup de données sont au niveau international maintenant et pour essayer de faire de l'épidémiologie. Et tout ça, il va falloir absolument que ça soit codé. Pour pas un peu mélanger les choux et les carottes, je dirais bien, il faut absolument que ces millions de données qui sont entre elles, si on veut arriver à les interpréter, ben, il faut qu'il y ait un codage. Sinon, la machine, elle ne sait pas faire. Donc voilà, tout ça, ça concourt à une meilleure coordination des soins. On anticipe sur la e-prescription et sur l'alimentation, évidemment, du DMP, tout ça, tout est lié. Et en sachant que la e-prescription, les travaux en France ont démarré avec l'ANS, donc ça arrive très prochainement. Alors la terminologie LOINC, à force d'en parler, vous commencez sûrement à être un petit peu au courant que nomenclature internationale qui est maintenue par le Ruggenstrief Institute à Indianapolis. Cette nomenclature a démarré en 1998, donc ils se sont énormément développés. Elle est internationale, elle est commune et ça sert vraiment en grande majorité à coder les analyses de biologie. C'est un langage donc qui a pour vocation d'être compris partout, par tous, par tous les systèmes informatiques, mais pas que. Ça sert à faciliter tous les échanges de résultats de biologie, l'interopérabilité. Ça permet donc la demande de biologie. De plus en plus de codes arrivent pour cette demande de biologie. Et ça permet maintenant la structuration des dossiers médicaux, puisqu'il n'y a pas que de la biologie dans l'OINC. Et il y a toute une partie clinique et toute l'alimentation des dossiers médicaux peuvent être faites avec l'OINC. Les codes LOINC sont véhiculés donc dans le corps du CDAR2 niveau 3, mais ces codes LOINC, il va falloir un petit peu vous aider à les choisir parce qu'il y en a énormément et
si on laissait tout le monde prendre un code Loink à sa façon et autres, on n'aurait jamais d'interopérabilité. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir, il y a eu une réflexion en France pour cette utilisation, et cette utilisation, elle amène des jeux de valeurs. Donc les codes Loink doivent être implémentés ou supervisés par des biologistes. Ce n'est pas que implémenté par les biologistes. Il peut y avoir des outils informatiques, il peut y avoir plusieurs systèmes, mais les biologistes devront relire et valider le codage qui sera en place. Il doit aussi être implémenté par les LGC pour permettre la compréhension du compte-rendu qui arrive. Donc ce Loink est implémenté dans les deux systèmes. Donc elle est maintenue par le Ruggenstrief, elle est mise à jour tous les 6 mois. Maintenant, il y a une parution au mois de février, donc la nouvelle version vient de paraître vers le 15 février, et une autre au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Diapo suivante. Alors voilà la structure d'un code Loink. Je dirais le code numérique, puisque c'est un algorithme, c'est un calcul qu'ils ont fait. Il se compose de plusieurs items, de plusieurs axes. Donc il y a 6 axes importants. Ce qu'ils appellent le component. Le component, c'est moi ce que j'appellerais l'analyte, l'élément dosé, mesuré, accompagné d'un paramètre si nécessaire, c'est-à-dire une glycémie à jeun. Le terme à jeun, c'est un paramètre. Vous aurez aussi l'ensemble des épreuves, des tests qui existent en biologie. Ça seront des paramètres. L'analyte est réservée vraiment à l'élément dosé. La property, alors la property, c'est la grandeur. C'est la grandeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'unité, ou dans certaines colonnes de la table Loink, on verra des unités recommandées, ou tout du moins proposées, mais ça ne fait pas partie de leurs axes. Grandeur, ils vont dire juste que c'est une grandeur, que ça va être des masses par volume, que ça va être une vitesse, que ça va être un nombre. On n'aura jamais l'unité. Donc, par contre, en France, nous, on a décidé de proposer l'unité la plus fréquemment utilisée dans les laboratoires. Le time aspect, lui, c'est le moment où est réalisé, c'est le temps de l'observation, ce qu'on appelle. C'est le moment où est fait la mesure. En règle générale, c'est au moment du prélèvement, donc c'est ponctuel. La grande majorité des codes Loink sont faits de façon ponctuelle. Par contre, un recueil urinaire, ça sera sur 24 heures. Peut-être un recueil sur 5 heures, par exemple, pour l'exilose. Vous allez avoir différentes possibilités de recueillir différents temps de recueil de prélèvement. Le milieu, c'est le milieu d'exécution des analyses. Par contre, pour un code qui sera un code de demande, vous aurez le milieu de prélèvement de l'analyse. L'échelle, alors l'échelle, c'est l'échelle donc du résultat. Soit c'est un résultat qualitatif, soit un résultat numérique. Ça peut être un résultat textuel. Ça peut être aussi un résultat, ce qu'on appelle nominal, c'est-à-dire ce sont des textes codés. Le résultat nominal, ce sont des textes codés. On a beaucoup de résultats en texte codé pour éviter de réécrire des interprétations. On prépare des textes que l'on code dans notre système de gestion de laboratoire et on utilisera un code Loink avec une échelle en nominal. Et la technique. Alors la technique n'est pas obligatoire sur le code Loink. Le code Loink n'est pas forcément spécifique d'une technique. Beaucoup de codes ne renseignent pas du tout la technique. Attention, ce sont que des techniques génériques. Rarement on rentre dans le détail. Alors on rentrera dans le détail pour une électrophorèse, c'est un petit peu plus spécifique quand même qu'une autre. On fera de la cytométrie de flux aussi, on rentre déjà dans un détail, mais on ne va pas au-delà avec Loink. On ne rentrera pas au niveau réactif, au niveau automate. Ce sont vraiment, c'est un code un petit peu, au lieu d'avoir un seul code pour l'albumine, ils vont avoir un code avec l'albumine et là, la microalbumine, puisque limite de détection inférieure à 1, ça veut dire que c'est un code spécifique d'une microalbumine. Donc, pour différencier un petit peu les codes, ils ont dit qu'ils allaient utiliser des codes, ils allaient créer des codes porteurs de la technique si le résultat est analytiquement différent, mais pas au-delà.
Donc, ils refusent très fréquemment de créer des techniques. Ils ont accepté, par exemple, pour de la sérologie, pour de l'auto-immunité, ils ont accepté de créer des codes immunoanalyse, immunofluorescence, mais ça ne va pas au-delà. Donc, ce sont vraiment des codes. On n'a pas la multiplicité des codes qu'on a dans le système de gestion de laboratoire, qu'on dédouble souvent par les techniques qu'on a en fonction de nos réactifs et autres. Donc ça, c'est pas possible du tout avec l'OINC. C'est un code générique, mais de toute façon, dans le CDA, vous transportez les normes, vous transportez la technique, vous transportez la technique réelle, vous envoyez tout au clinicien, le clinicien a l'ensemble, le code LOINC, plus tous les éléments que vous envoyez. Diapo suivante. Alors, le LOINC va être chapitré. On a tous les chapitres, je dirais, de la biologie qui sont représentés, plus ou moins bien, mais tous les chapitres. Et on va voir de la radiologie, de la cardiologie, de la pneumologie, un ensemble de chapitres sur les questionnaires, des questionnaires patients, des documents administratifs, etc. Dans les chapitres, on peut avoir aussi des chapitres qui représentent des panels. Les panels, ils peuvent servir à la prescription. Alors, on a des règles d'utilisation de ces panels, des règles émises par l'OINC. On ne peut pas utiliser un panel, le nom d'un panel sans regarder ce que l'OINC a mis dedans, si on a l'autorisation de rajouter des codes ou pas. Donc, on est assez... l'OINC a défini quand même beaucoup de règles de gestion de ces panels. Et maintenant, ils définissent des groupes. Alors, les groupes, c'est plutôt pour faire de l'épidémiologie, c'est plutôt pour les entrepôts de données de santé, c'est pour réunir des données autour d'un même sujet. Donc, par exemple, on peut avoir un groupe sur tout ce qui est tabagisme. Vous allez avoir toute l'enquête administrative, tous les questionnaires autour du tabagisme que le clinicien peut faire à son patient, ou que l'infirmière, des fois, demande au patient. Et vous allez avoir tout le côté biologie aussi qui va suivre. Vous pouvez avoir aussi de la radiologie qui sera adaptée à ça pour le suivi des radios pulmonaires, par exemple. Donc ça, c'est un ensemble de données, surtout pour les entrepôts, utilisés pour les entrepôts de données de santé. Diapo suivante. Alors en France, on a voulu essayer, donc on a utilisé quand on a décidé d'utiliser cette nomenclature LOINC, donc il y a un certain nombre d'années déjà, on a essayé, on a regardé, on a étudié, et là, cette version, elle en est à la 2.71, vous voyez déjà avec 93 000 codes actifs, ce qui est quand même, ça commence bien à grossir, et elle grossit régulièrement tous les 6 mois. On a voulu l'utiliser, on a déjà fait une traduction française de la partie biologie. On s'est occupé que de la partie biologie dans un premier temps. Maintenant, l'ANS demande qu'on traduise la radiologie et peut-être d'autres chapitres prochainement. Donc là, la traduction française d'abord de la biologie, on a démarré, et cette traduction française, on a voulu la faire, je dirais, la plus simplement possible pour qu'elle soit comprise par tous. On en est déjà à la version 2.16 et ça correspond à l'édition de la 2.71 qui vient de sortir. La 2.71 donc vient de sortir au mois... non, la 2.71, elle est sortie au mois d'août. Donc là, elle est prête, elle est traduite et elle va être diffusée par l'ANS prochainement. Vous voyez, on a déjà 56 000 codes à peu près, donc 53 978 codes actifs, ce qui correspond déjà à une richesse en code assez importante. Oui, la 2.72 vient de paraître au niveau de l'OINC, mais nous, au niveau de l'ANS, c'est que la 2.71 qui est traduite, qui est finie d'être traduite et qui va paraître. On a toujours 6 mois, normalement un petit peu moins de décalage, mais l'OINC cette année s'est décalé
étaient sur un autre planning. Ils viennent de se redécaler entre... là, ils ont fait 2 versions en une, donc on a pris du retard pour l'édition de la traduction de la 271. La 272 sera, c'est dans 5 mois que vous aurez la possibilité d'avoir la traduction. On a fait un alignement à l'OINC pour permettre un alignement avec la NABM pour permettre l'utilisation. Dans un premier temps, on a voulu donc traduire et permettre d'utiliser par les laboratoires en se disant que la NABM était la nomenclature la plus connue des laboratoires. Donc on allait faire un alignement pour permettre l'utilisation de cette nomenclature. Donc pour vous dire un petit peu l'historique, l'ANS anciennement la ZIP Santé, avait émis un appel d'offres qui a été remporté, donc qui a été par donc la PHP, mais Vidal aussi, la Société française d'informatique de laboratoire, la PHP et la Société Mondeka qui nous offre un outil multiterminologie pour gérer la nomenclature. Donc ce consortium s'appelle BioLoinc. On a un site qui s'appelle bioloinc.fr et sur ce site, vous trouvez tous les jeux de valeurs. Donc actuellement, vous n'avez pas encore en téléchargement la version 2.16 parce que l'ANS est en train de faire des vérifications du fait que Loinc a fait 2 versions en une, etc. Nous, on a livré début février, mais l'ANS fait des contrôles avant parution. Donc on attend le feu vert de l'ANS actuellement. Alors, on a vu que ce jeu de valeurs Loinc français ne suffisait pas à aider le transcodage dans les laboratoires. Donc, on a voulu faire un petit peu comme l'OINC. L'OINC avait fait un top 3000 des codes les plus utilisés dans les pays anglo-saxons, l'ont fait paraître. Nous, on a voulu regarder si ces codes étaient utilisables en France. On n'a pas pu, on n'était pas vraiment parallèle à cause des problèmes de grandeur. On utilise beaucoup plus, par exemple, les moles par volume qu'eux. Ils sont beaucoup plus en mal par volume, donc il fallait changer un petit peu notre dictionnaire. On a fait donc un jeu de valeurs circuit de la biologie qui est le jeu de valeurs à utiliser par les biologistes pour aider au transcodage. Il est adapté au transcodage dans les laboratoires de ville et même de plus en plus, vu qu'il s'enrichit, ça sera de plus en plus aussi, même dans les laboratoires spécialisés, trouveront pratiquement le transcodage. On a une bonne couverture jusqu'à 90% de cette activité médicale. C'est la version donc 1.16 qui va sortir sur le site BioLoinc incessamment sous peu. Et on a déjà 5900 codes de résultats, ce qui correspond quand même à la grosse majorité des laboratoires. Alors l'hyperspécialité n'est pas encore dedans. Donc on travaille, c'est le consortium qui travaille. Le nouvel appel d'offres qui a été réalisé donc l'année dernière, la société FAST a rejoint le consortium et nous travaillons régulièrement pour aligner le jeu de valeurs proposé par FAST et le jeu de valeurs donc proposé au niveau national. Diapo suivante. Des questions ou est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, diapo suivante. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail de ce jeu de valeurs circuit de la biologie puisque c'est celui-là qui va vous intéresser. Donc, c'est la traduction toujours française des codes, mais concernant la biologie toujours. L'objectif de ce jeu de valeurs, de tous ces jeux de valeurs, parce qu'on en a 2, bon, on a plusieurs. Alors, doit-on utiliser Loinc pour les réponses aux questionnaires, c'est-à-dire pour les réponses à quel questionnaire? Questionnaire de santé. Au jour d'aujourd'hui, les questionnaires de santé, les chapitres de questionnaires de santé ne sont pas traduits, ne sont pas demandés à traduire par l'ANS. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, il n'y a que la biologie et la radiologie qui sont traduites en français. Alors, le but, c'était publier donc l'ensemble des codes Loinc concernant la biologie sur fichier Excel, avec la visualisation sur le portail BioLoinc, avoir des libellés de référence en français clairs et compréhensibles par tous.
le but aussi, c'est d'avoir une bonne gestion des versions pour permettre une mise à jour dans tous les systèmes de gestion de laboratoire tous les 6 mois. Pour bien suivre les mises à jour de l'OINC, puisque des codes sont fermés par l'OINC, et il y a des codes aussi fermés par la France, puisqu'on a décidé, il y a plusieurs statuts de chaque code. L'OINC a des statuts soit déprécated, c'est-à-dire qu'il ferme un code, ou il y a des codes qui sont avec un statut discourage. Et discourage, on considère qu'ils vont bientôt le fermer. Donc nous, on préfère le fermer, vous dire d'emblée qu'il ne faut pas l'utiliser plutôt que ça soit 6 mois après. Donc on préfère les fermer et on ferme certains groupes de travail aussi, dont l'EFS en France qui a travaillé énormément sur toute la partie résultats au niveau des résultats pour l'EFS. Et là, donc, ils ont fermé d'emblée des codes qui leur paraissaient inutiles à utiliser en France. Vous allez voir donc un suivi de gestion par des versions, des dates de version de publication, des statuts de chaque code et des propositions de nouveaux codes. Si un code est fermé par l'OINC ou par l'ANS, on le remplace par un autre code et on vous propose cet autre code. Alors il peut y avoir un cas de temps en temps qui est complètement fermé parce que complètement obsolète et on considère qu'il ne faut pas l'utiliser ou qu'il était faux, qu'on n'aurait jamais dû le mettre dans le jeu de valeur et à ce moment-là, on le ferme complètement. On vous propose donc le mapping à la NABM et un autre jeu de valeurs qui a été isolé pour bien l'identifier. Il y a eu des valeurs spécifiques pour tout ce qui est code résultat pour le coronavirus et celui utilisé pour CIDEP. On a identifié comme ça bien les analyses avec les codes utilisés dans CIDEP. Il y a un petit jeu de valeurs qui s'appelle jeu de valeurs coronavirus. Diapo suivante. Alors, on a mis donc à disposition, qu'est-ce qu'on a mis dedans surtout? Le but était de coder de façon homogène et surtout interopérable toutes les demandes et les résultats d'examen de biologie. Donc, on a mobilisé énormément de biologistes en France pour choisir les codes l'OINC, des résultats les plus pertinents, choisir les codes les plus pertinents pour une demande ou pour un résultat. Alors, certaines fois, vous allez voir, il en manque, c'est normal, il faut nous les demander, il n'y a pas de problème, le but est de devenir le plus exhaustif possible. Au niveau, il peut y avoir aussi au niveau de la demande, de description d'informations cliniques indispensables pour certains examens de biologie médicale. Ça, c'est déjà une préparation, je dirais, la préparation à la e-prescription. Il y a un groupe de travail qui va commencer à travailler sur ces informations cliniques. Pour l'instant, cette partie-là est peu renseignée. Il faut absolument que l'information clinique se développe. Alors, je vais expliquer après au niveau gestion comment ça se passe. Puisqu'on me pose une question, on va voir tout de suite après. Donc ça, tout cet ensemble, on préconise aussi, on préconise l'utilisation d'unités du système international comme unité principale. Ça, c'est une préconisation, ce n'est pas une obligation, c'est une préconisation. Et à la définition de règles de comparabilité, très légèrement, parce qu'on considère que ce n'est pas à l'ANS d'imposer, je dirais, qu'un résultat est comparable ou pas comparable. Vous allez voir, on est très léger à ce niveau-là, puisque là, on rentre dans des considérations beaucoup plus complexes. Et on va proposer des libellés d'édition, ceux qui veulent utiliser leur libellé d'édition de leur système, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent utiliser les libellés d'édition proposés dans le jeu de valeur, ça sera d'autant plus facile pour le clinicien qui recevra toujours le même libellé. Diapo suivante. Alors voilà comment est constitué ce fichier Excel. Ce fichier Excel a X onglets, donc là on va regarder que l'onglet jeu de valeur circuit de la biologie. On va avoir déjà quelques colonnes avec la NABM, les codes de la NABM un ou plusieurs codes qui correspondent à la demande. La prescription en vert, vous allez avoir tout ce qui concerne la prescription avec un libellé de demande, une synonymie,
le code LOINC utilisé pour cette demande. Le statut de ce code chez LOINC, il y a plusieurs statuts. Un statut order, ça veut dire que c'est un code spécifique qui sera utilisé toujours en demande. Vous avez des codes BOSS qui peuvent être utilisés en résultat, en demande et en résultat, comme celui-ci pour l'albumine. Vous le voyez exactement au niveau du résultat, exactement le même. Et des codes observation qui devraient être que résultat, mais là il y en a quelques-uns encore utilisés pour la demande. Il faut qu'on attende que LOINC change leur statut parce que nous on veut les utiliser pour la demande. La nature du prélèvement, alors c'est la nature du prélèvement, c'est-à-dire c'est le sang, c'est de l'urine, c'est du LCR, etc. Le terme localisation, c'est est-ce qu'il va y avoir besoin ou non d'apporter une précision sur la localisation du prélèvement si la nature de prélèvement est liquide biologique. On va avoir besoin de dire à la localisation si c'est un liquide d'acide, un liquide de plèvre, etc. Il peut y avoir aussi en bactériologie, s'il y a un prélèvement bronchopulmonaire, on pourra aller préciser il y a un onglet spécifique pour les natures de prélèvement dans ce fichier Excel, il y a un onglet nature de prélèvement, un onglet localisation qui correspondent à des catalogues qui existent dans HL7. Des catalogues proposés dans HL7 pour utiliser les localisations. Donc là, c'est dans le jeu de valeurs, c'est oui ou non, il faudra une localisation précise. Et à ce moment-là, ça fera appel au catalogue de localisation qui est proposé dans HL7. Là, associé obligatoirement, c'est une information clinique, il manque le texte. Est-ce qu'il faut ou pas une information clinique pour une demande d'albuminémie ? Une demande par exemple urinaire, vous auriez vu associer obligatoirement oui à une demande, demander le volume des 24 heures des urines par exemple. Ou alors une demande de bêta-HCG, vous auriez associé obligatoirement à une information clinique oui, la demande, les dates des dernières règles. Ce sont des exemples, ça demande à être complété, les travaux donc de la e-prescription démarrent et ce complément, donc ça sera rajouté à ce jeu de valeurs, sur ce jeu de valeurs au fur et à mesure que le groupe de travail nous aura rendu donc réponse. Vous avez une partie, donc on va un petit peu, si on était sur un fichier Excel, on irait un petit peu plus à droite, on passe sur la partie résultats. Cette partie résultat est une partie que j'ai chapitrée parce que c'est pour vous proposer un chapitrage. Là, vous avez un chapitrage qui est proposé avec des chapitres ou des sous-chapitres, mais pas forcément, c'est pas forcément l'obligation d'utiliser tel quel. C'est une proposition pour tous ceux qui veulent utiliser cette classification. Il y a même une colonne rang en dessous. Le rang, j'ai fait l'ensemble du circuit de la biologie est classifié. Soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas, soit on en a besoin ou pas. Souvent, un serveur de résultats qui reçoit des résultats de X endroits aura besoin de stabiliser une classification dans son serveur pour que les examens s'y retrouvent et soient toujours à peu près dans le même ordre. C'est pour ça que je propose des rangs, mais ce n'est pas une obligation de le suivre. Vous avez le code LOINC de résultats, vous avez un libellé d'édition proposé, et vous avez les deux colonnes d'interopérabilité. Le niveau minimum de comparabilité peut avoir un niveau 2 et le niveau 2 dit attention, code LOINC, il faut absolument voir autre chose, c'est-à-dire la technique, etc. Hein. Donc c'est très important. On n'a mis que deux niveaux, niveau 1, niveau 2, et on dit que la technique est discriminante quand le niveau est 2. On vous propose des unités recommandées. C'est-à-dire qu'il va y avoir les unités recommandées pour cette analyse et écrites dans le dictionnaire Ukum qui doit être utilisé pour la transmission des unités. Diapo suivante. Alors, au niveau de la gestion de ce jeu de valeurs, vous avez aussi des colonnes donc, qui sont spécifiques de la gestion. Vous avez une version tous les 6 mois
Et donc, c'est une date de validation que vous allez avoir. C'est la date de la version VP, version de publication, et sa date de validation. Elle est toujours accompagnée donc d'une note de version explicative. À chaque publication, vous avez les explications de cette version téléchargeable sur BioLoink. Vous pouvez avoir donc le statut, vous avez le statut actif ou inactif. Maintenant, ça va être inactif ANS, puis AZIP. J'ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Une fermeture ANS, c'est-à-dire qu'on remplace ce code qui n'est pas bon à utiliser par un autre et on fait remplacer par. Vous pouvez avoir des modifications et une version d'un item corrigé. S'il y a des modifications mineures de libellé, d'édition, d'unité, attention pour l'instant, la gestion des modifications mineures n'est faite que sur la partie résultat. Il n'y a pas d'affichage. L'ANS ne nous a pas demandé pour l'instant d'affichage des modifications de la demande. Ça va arriver, sûrement, mais pour l'instant, on ne gère que le résultat. Donc, une modification mineure de libellé d'édition d'unité, il va y avoir juste une version de l'item corrigé qui va être affichée donc, dans la colonne version de l'item corrigé. Par contre, donc, quand on a fermeture d'un code LOINC ou fermeture par l'ANS, la version donc, il va y avoir une version d'item corrigé. Il va y avoir la date du retrait, c'est-à-dire la date de la version de l'item corrigé. On va vous mettre remplacé par. Donc ce code ferme, devient inactif. Et à la ligne d'en dessous, vous avez le code actif remplacé. On le remplace par 141.96-0. Vous avez la ligne en dessous, vous avez le bon code. Donc c'est comme ça que va se gérer. Ça a été fait avec des éditeurs logiciels. Donc cette demande a été vraiment établie avec les éditeurs. Le diapo suivante. Alors, il y a encore... ah oui, j'aurais pu prendre, moi je prendrai après. Il y a encore quelques colonnes après cette gestion. Vous allez avoir la colonne des codes en attente. Tout ce que LOINC ne nous donne pas, on envoie des demandes, on envoie des fichiers, 50 analyses par 50 analyses, des demandes de création à LOINC. Ils mettent entre 6 mois et 1 an, si ce n'est plus, à nous répondre en fonction de la demande. C'est plus ou moins long et on vous a proposé des codes à portée nationale. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser en attendant leur remplacement par un code LOINC. Attention, certains ne seront jamais remplacés, puisque l'utilisation dans le système de gestion de laboratoire, vous utilisez des analyses pour faire passer des commentaires ou des interprétations, et LOINC, en règle générale, refuse la création de ces commentaires, sinon ils en créeraient à travers le monde, chacun voudrait son petit commentaire, et donc ça ne serait pas possible. Donc on vous crée avec quelques regroupements des commentaires, interprétations, par exemple sur un ensemble de sérologie, etc. On vous propose certains codes. Donc vous avez la gestion de ces codes dans les colonnes suivantes après ce qu'on vient de voir. Les 4 colonnes d'après, vous avez 2 colonnes pour la demande et 2 colonnes pour les résultats avec des codes en attente dedans. Alors, quand il y a un code en attente, vous n'avez pas dans la colonne, diapo précédente, pardon, alors ici, le code LOINC du code résultat n'apparaîtra, ça sera vide si on a un code en attente. À chaque fois que vous n'avez rien du tout dans cette case-là, libellé français de référence et LOINC, vous n'avez qu'un libellé d'édition, vous n'avez pas de code LOINC, vous regardez sur la droite et vous trouvez le code en attente. On nous a demandé de les mettre distinctement, pas dans la même colonne, pour ne pas mélanger les codes LOINC, je dirais anglo-saxons, et les codes en attente français. Vous avez un onglet, l'onglet numéro 11, de ce jeu de valeurs, l'onglet numéro 11, on reprend la totalité
des codes en attente, avec toute la gestion de ces codes en attente, dès qu'un code LOINC arrive, son remplacement, par quel code, etc. Donc tout est noté dans l'onglet 11, vous avez toute la gestion de ces codes en attente. Diapo suivante. Alors, le jeu de valeurs, on a déjà vu, donc il contient les grandeurs, l'unité internationale. Il ne va pas comprendre que ça. Vous verrez que de temps en temps, vous propose une unité secondaire parce que tout ce qui est très fréquent, on ne pouvait pas se permettre. L'utilisation en hôpital ou en ville est différente. Par exemple, pour le glucose, vous avez là les 2 codes. Pour le cholestérol, ça sera pareil, etc. On a 2 codes en mol par volume, en masse par volume. Il est nécessaire d'utiliser ces 2 codes en fonction de la grandeur utilisée. Sinon, le clinicien qui va recevoir les résultats va mélanger n'importe quoi. Alors, les recommandations, sinon, sur ce jeu de valeurs, on recommande des unités pour éviter les problèmes de décimales. Parce qu'un clinicien qui reçoit vos résultats, il va avoir des problèmes de décimales si vous utilisez de temps en temps le gramme par litre, le milligramme par litre, le microgramme par litre. Là, ça va être infernal pour lui. Donc, essayez de respecter les décimales. Mais je suis d'accord, rien n'est imposé, c'est des recommandations qui sont émises. Sur tous ces chapitres aussi, pour vous donner un exemple, on n'a pas mis que de l'unité internationale, puisque de la pharmacologie, on a mis pratiquement que de la masse par volume. Donc les règles de comparabilité, on a déjà parlé. Non, vous pouvez passer à la diapo suivante. Je vous ai fait une diapo complémentaire pour vous donner quelques règles, puisqu'on a quand même utilisé des règles pour choisir tel ou tel code. Et on a donc du coup essayé de suivre des règles pour essayer d'être le plus propre possible, je dirais. On ne vous proposera jamais 2 codes, l'un avec technique et l'autre sans technique, parce que vous ne sauriez pas lequel utiliser. Donc, si vous avez les 2, regardez à droite, il y en a un qui est fermé. Le sans technique doit être fermé. On n'utilise que très peu les codes techniques, mais on les utilise pour sérologie, auto-immunité. Pour les commentaires. Alors, pour les commentaires, il y a, je vous ai dit, LOINC ne donne que très peu de codes LOINC et il y en a quelques-uns qui ont été mis, tous ceux, dès qu'ils en mettent un, je vous le donne tout de suite, mais on va devoir faire une structuration et c'est dans le CDA qu'il y a une structuration et donc il y a un commentaire de chapitre qui a été utilisé, je vous donne le code qui a été utilisé, il y a des propositions et sinon je vous donne surtout des codes à portée nationale. En chimie, vous allez voir souvent des codes non porteurs de technique, sauf si le résultat est analytiquement différent. Pour les urines, vous allez être surpris, vous n'allez pas avoir, quand le résultat est donné par litre, vous n'allez pas avoir des urines sur échantillon par litre et des urines par 24 heures données par litre. Vous allez avoir un code pour le résultat exprimé par litre et vous allez avoir le code après de calcul pour les 24 heures. Vous n'allez pas avoir 3 codes proposés par le LOINC, je vous en propose que 2 toujours, celui par litre, celui par 24 heures. Mais on va pas, là c'est une histoire de nature de prélèvement, que ce soit des échantillons ou pas, pour le résultat par litre. C'est pour ça qu'on a choisi de n'utiliser qu'un seul code. Pour la sérologie, j'ai déjà dit, on utilise les codes porteurs de techniques génériques. Pour la microbiologie, alors là c'est souvent là qu'il y a énormément de problèmes. Le paramétrage est lié à votre système de gestion de laboratoire. Les codes pour la cytologie, vous n'aurez aucun problème. Par contre, dès que, au niveau, par exemple, même au niveau des antibiogrammes et tout, vous allez avoir plusieurs façons de coder les antibiogrammes.
Et pour les cultures, le résultat des cultures, vous allez avoir aussi autant de possibilités par système de gestion de laboratoire. Donc, on va vous proposer des choses. Normalement, je dirais, certains systèmes vont proposer que 2 codes. Quel que soit le nombre de germes, c'est ces 2 codes qui sont utilisés pour chaque germe. Donc pour une culture comprenant 3 germes, vous allez avoir quand même micro-organismes identifiés 3 fois, mais c'est le système, c'est le montage du CDA qui va faire que la présentation se fait en tableau, etc. Et je vous disais, pour l'antibiogramme, pareil. Au départ, il n'y avait qu'un seul code, juste pour RIS. On a rajouté les CMI qui ont été demandés aussi à cause donc, de l'arrivée de nouveaux automates spécifiques. Diapo suivante. Là, c'est une vue de BioLoinc. Quand vous allez sur le site bioloinc.fr, vous allez vous enregistrer déjà. Vous allez vous enregistrer. Pour pouvoir télécharger, il faut être enregistré. Vous allez pouvoir, là, je me suis mis donc dans un jeu de valeur circuit de la biologie. Donc en bas de l'écran, vous aurez la possibilité de choisir votre jeu de valeur. Si vous rentrez dans celui de circuit de la biologie, vous pourrez télécharger les fichiers correspondants, donc le jeu de valeur, la description du jeu de valeur et les versions aussi. Et vous pouvez aussi nous proposer des nouveautés. Alors, soit nous proposer des nouveautés par ce biais-là, c'est peut-être un petit peu complexe, certains préfèrent m'envoyer un email et autres. Donc de toute façon sur ce site, vous avez la possibilité, vous avez une possibilité d'avoir un contact technique ou un contact métier. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur les contacts métiers, on vous répondra. Diapo suivante. Oui, vous avez une possibilité, vous allez vous inscrire donc à la newsletter, c'est-à-dire s'inscrire à la newsletter, c'est-à-dire d'être prévenu quand il y a une version qui sort. Quand le portail est mis à jour, vous serez au courant. Et là, vous avez un petit plus sur l'écran, ça veut dire que je suis abonné. S'il y a un moins, vous cliquez dessus, vous passez de moins à plus et vous allez vous abonner à la newsletter. N'hésitez pas. Là, c'est le portail des questions. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi soumettre une question, tout simplement. Vous écrivez et en fonction de ce que vous avez besoin sur le circuit de la bio, sur Loinc Biologie, vous pouvez très bien nous poser question. Mais attention, il faut être identifié sur le portail. Quand vous avez un problème d'identification, ça arrive de temps en temps, vous envoyez un mot au support métier, ils vous répondent tout de suite et ils débloquent la situation. Diapo suivante. Alors, il y a une possibilité dans les laboratoires, donc le transcodage, vous devez vous dire, c'est très compliqué. Ça l'est, je ne peux pas cacher, mais quand vous regardez votre 80% prescriptible de vos résultats les plus fréquents, vous allez pouvoir les coder grâce à ce circuit de la bio. Vous pouvez faire des transcodages, je dirais, de façon manuelle ou de façon industrielle. Vous faire aider par un industriel qui pourra vous proposer un transcodage semi-automatique. Le transcodage manuel, vous allez prendre le circuit de la bio, le télécharger, vous allez faire soit par chapitre, soit par identification de vos examens les plus fréquents, comme vous voulez, c'est l'une ou l'autre des possibilités. Diapo suivante. Alors pour faire du manuel, je dirais c'est un petit peu dichotomique. Une fois que vous avez chargé le circuit de la bio, vous pouvez très bien rechercher aussi grâce au code NABM, pourquoi pas. Vous connaissez vos codes NABM et ça vous amènera directement, en cherchant sur Excel, on fait des recherches rapides, vous pouvez directement accéder donc à tous les examens qui correspondent à votre code. Soit vous l'avez trouvé, vous l'intégrez, soit vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez aller chercher, vous regardez dans bioloinc.fr, c'est-à-dire soit sur le site, soit en téléchargeant le jeu de valeur complet, en vous disant, ben non, moi j'aurais préféré ça, il existe chez Loinc, et ben vous n'hésitez pas, vous nous le dites et on l'intégrera. Vous pouvez aussi vous dire, mais moi je ne trouve pas, j'ai besoin d'une assistance, ben vous nous écrivez, on vous aide si besoin. Mais ce qui est important, c'est quand vous intégrez un code, si vous voulez intégrer un code qui n'existe pas dans le circuit, c'est de nous prévenir que vous l'intégrez. On vous dira oui ou non, on valide cette intégration, mais c'est très important, c'est que ce jeu de valeur, il vive et il se complète et qu'il devienne exhaustif, le plus exhaustif possible.
Diapo suivante. Alors, vous voyez, en fin de compte, ce transcodage pour maintenant les LGC, parce qu'on a parlé des SGL, mais maintenant au niveau LGC, le clinicien, il y a plusieurs possibilités, ça dépend des systèmes, hein, donc ils auront la possibilité de réaliser ce transcodage, soit avant, ils ont un dictionnaire, ils précodent, et avec le jeu de valeurs, ils attendent l'arrivée de ces codes. Donc ça, c'est au moment de l'arrivée du flux, ça se reconnaît, les codes Loing se reconnaissent. Mais il peut y avoir aussi un post-transcodage, c'est-à-dire l'arrivée d'un code dans un système, l'intégration de ce code, et on associe par le libellé entrant dans le système, dans le LGC. Donc plusieurs façons de faire, ça dépend des éditeurs de logiciels, ça dépend des systèmes. Donc là, chacun fait, ça sera l'éditeur qui choisira la meilleure façon de faire pour son système. Diapo suivante. Alors, quelques exemples de sociétés qui peuvent vous aider à transcoder. Alors, certains, ça sera plus laboratoire, d'autres, ça sera plus LGC. On a Medicus qui propose le compte-rendu augmenté. C'est vraiment une aide aux patients pour visualiser les comptes-rendus. Donc la première phase, ils font un transcodage du dictionnaire en Loinc. Ils arrivent, je sais pas à combien de pourcents maintenant ils arrivent, mais à une époque c'était dans les 60%. Il peut y avoir beaucoup d'aide maintenant à la décision au niveau intelligence artificielle. C'est très utilisé plutôt au niveau clinicien, au niveau de l'interprétation des résultats, etc. Il y a FAST qui vous propose de vous aider aussi à transcoder. Alors le catalogue FAST, de toute façon, doit s'aligner progressivement avec celui du circuit de la bio, puisqu'on travaille ensemble. C2Bio qui propose aussi du conseil en biologie médicale, qui est très proche des laboratoires, et Onaos qui fait aussi de l'intelligence artificielle. Donc tous ces outils vous proposent un transcodage grâce à des algorithmes apprenants en plus. Donc c'est assez costaud tous ces trucs-là. C'est de plus en plus, ça s'améliore de plus en plus. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir le travail du biologiste pour relire, pour valider derrière. Ça ne fera pas tout le travail. Ça fera une partie du travail, mais ça ne pourra pas le faire la totalité. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, j'ai juste voulu mettre un exemple d'application. Et oui, le coronavirus a eu quand même un bienfait en France, c'est qu'on a commencé à utiliser Loink. Depuis plus d'une dizaine d'années, si ce n'est 15 ans, on essayait d'intégrer Loink dans les systèmes de gestion de laboratoire et de voir l'utilité et autres. Et là, on a installé en quelques mois une remontée généralisée de tous les résultats dans le système SIDEP en utilisant les mêmes codes au niveau national. Donc là, l'utilisation, si on n'avait pas imposé un code, il y avait à peu près 20 codes possibles. Donc il n'y aurait jamais eu cette interopérabilité, il n'y aurait jamais eu ce suivi épidémiologique, statistique qui a été fait grâce à SIDEP. Donc voilà un des exemples et surtout vraiment l'exemple typique de l'utilisation d'un code Loinc et ce que ça peut faire. Le prochain webinaire est le 21 avril à 14 h et il y en a un au mois de juin, 23 juin. Merci à tous. Merci à tous.